Deuxième épisode, en compagnie de Stéphane Ribeiro, le directeur de la communication et du marketing de Calais XXL, du musée 3945 qui est toujours basé à Calais, et bien évidemment de la Compagnie du Dragon. Dans cette partie, nous allons parler de l'attractivité de la ville de Calais. Et croyez-moi, ce n'était pas gagné, et il faut bien le reconnaître que grâce aux élus, et bien évidemment au travail des équipes de Stéphane, il y a un magnifique travail qui est fait. Et Calais, qui est une ville qui est extrêmement ensoleillée, qui l'eût cru, j'avoue que je suis assez surpris. Mais trêve de plaisanterie, Calais connaît une renaissance. Dans la seconde partie de cet épisode, nous allons aborder le parcours de Stéphane qui, figurez-vous, est directeur artistique de formation. Il vous explique la diff entre l'agence et l'annonceur. Et c'est, je l'avoue, le premier invité à me parler de cette énorme différence entre les deux mondes. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick, et je vous avoue que j'ai pris un très grand plaisir à discuter avec Stéphane. J'espère qu'il reviendra traîner ses guêtres du côté du décodeur de la com. Très très bonne écoute, en compagnie de Stéphane Ribeiro, directeur marketing et communication de Calais XXL, Compagnie du Dragon et du musée 3945. Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Justement, je rebondis sur ce que tu me dis. Tu viens, si j'ai bien compris, du parc d'attractions. C'est quoi justement la marque déjà de la Compagnie du Dragon? Quelle est la marque? Quelle est l'architecture de la marque? Et quels sont les messages? Comment vous avez mis ça en place? Et puis comment vous réussissez, avec ton équipe, à faire venir du monde tout le temps? Parce que ça, c'est chaud quand même. Je me pose la question tous les jours parce que on a 6 ans, on va avoir 6 ans, donc là pour vraiment, faut boucher les oreilles de tout le monde sauf des marketeurs qui écoutent le podcast. Le produit, forcément, il a une durée de vie, il a un fonctionnement et on est sur 6 ans, donc ça parle à tout le monde, je pense. Il faut savoir se réinventer, mais la recette primordiale, elle vient de François de la Rosière. Et ça, c'était nouveau pour moi tout de même. C'est-à-dire que pour amener le dragon, oui, on construit la marque Compagnie Dragon, mais le storytelling, il vient pas de la marque au départ. On a un héritage colossal qui facilite énormément les choses. Quand on amène une machine sur un territoire, on joue un spectacle grandeur nature. Le dragon est arrivé un beau matin, un 31 octobre 2019, sur la plage de Calais, plein jour de Brexit dur, où tous les médias étaient présents à Calais, à filmer quelque chose qui physiquement ne se produit pas, puisque c'est une décision administrative, était là et ont donc vu apparaître un dragon un beau matin sur la plage, sur le sable. Et ce dragon va jouer sa pièce pendant 3 jours, va rentrer dans la ville, attaquer les habitants, s'adoucir. Et en fait, il y a 300 000 personnes qui vont adhérer à cette histoire et qui vont la voir, la vivre et devenir des ambassadeurs de ce storytelling. Et nous, il nous incombe de construire une marque autour de ce storytelling, de cette recette initiale, et de la perpétuer au fil du temps. Donc ça passe par une promotion, un ciblage entre culture et loisirs qui est très complexe et qui pour moi était un nouveau par rapport au parc d'attractions qui était très loisir. Donc il faut savoir expliquer aussi qu'on se nourrit culturellement de l'arrivée de cette machine et du voyage qu'on propose, puisque le produit original qu'on vend, c'est de voyager à bord du Dragon de Calais, sur lequel on fait une visite guidée de tout le patrimoine et toute l'histoire calaisienne. Remettre au devant de la scène l'identité calaisienne. C'est toujours le même sujet, c'est remettre en valeur l'histoire et l'identité de la ville et la sortir de son carcan médiatique. Donc les messages, ça passe aussi bien par du ciblage très familial, où c'est vraiment voyager à bord du dragon et où le visuel fait tout parce que le dragon est tellement travaillé, 60 personnes, essentiellement des métiers d'artisanat qui l'ont fabriqué, jusqu'à des messages beaucoup plus pointus qui vont sur le champ culturel, où on travaille sur de la médiation avec des groupes scolaires, une cible un peu plus professionnelle. Donc c'est un peu le grand écart dans 2 univers un peu particuliers avec une grosse segmentation. Pour simplifier, parce que j'imagine qu'après, je pourrais en parler des heures et t'embêter avec ça. Non, tu m'embêtes pas justement, parce que tu fais un très grand écart. Culture, attraction, loisirs. Il y a une décision politique qui a été prise, donc c'est vraiment quelque chose qui est acté. Je trouve que c'est très fort, c'est très courageux. Et on dit souvent que les politiques manquent de courage et que même nous, dans la communication, on manque de courage.
Là, je trouve que c'est ultra burné. Pardonne-moi l'expression pas très châtière. Mais j'en reviens toujours à cette question, mais comment tu fais? Bon, ça fait 6 ans que tu maîtrises le dragon, que c'est ton fiston, le dragon, hein. Tu le gardes même, tu mets même 2 gardes par moment. Mais comment tu as pu faire évoluer les choses? Tu le dis très justement, il y a un moment, il y a un peu une date de péremption. Comment se renouveler? 6 ans, c'est extrêmement long pour faire venir du monde tout le temps. C'est pas faire venir du monde pendant les vacances. C'est pas ça dont il s'agit. C'est faire venir du monde tout le temps. Comment tu fais pour te renouveler? Quelles ont été les différentes phases, les différentes ères, si je puis dire? Ça, tu vois, je trouve que c'est super intéressant. Est-ce que tu peux nous en parler, Stéphane? Parce que je trouve que c'est un travail qui est colossal, sans compter que tu as 2 autres casquettes. Donc, je sais pas comment tu fais, hein. C'est colossal, mais en fait, c'est parce que c'est savamment partagé et c'est ce qui a amené à KalexXL à la fin. C'est-à-dire que je m'occupe de l'exploitation du dragon qui s'insère dans un projet global qui est le réaménagement complet, la réinvention de la station balnéaire Calais-la-Plage. Donc, en fait, on travaille main dans la main avec les équipes de la ville de Calais. Comment on se réinvente? Très, très pragmatiquement pour bien répondre. La programmation. C'est-à-dire que oui, il y a le voyage en dragon toute l'année, mais il y a aussi de la programmation. On fait des concerts, on fait du théâtre, on fait des animations, on fait des journées apprentis dragonniers, des journées de stage, où en fait on essaie de faire de la proposition non pas seulement l'été, mais aussi toute l'année, puisqu'on fonctionne de février à décembre. Vraiment, c'est un cas particulier. Et la ville de Calais vient mettre une surcouche de programmation sur les périodes clés, notamment surtout l'été, autour de la plage. La réinvention, elle passe par un gros phénomène qu'on a lancé qui s'appelle Solstice. On a imaginé une opération en fait au solstice d'été où habituellement on rouvre après quelques jours de repos de dragon avant la très très haute saison qui est juillet-août, donc le 21 juin. Le prétexte, c'était pas de dire on fait la fête de la musique, mais c'est on invente un format autour de l'univers du dragon. C'est un exemple parmi tout ce qu'on fait de comment on continue à écrire. On a la recette originale de l'arrivée du dragon. Et tous les jours, en fait, on imagine du storytelling sur des opérations tout à fait différentes qui permettent d'emmener le public, pas seulement sur le dragon, mais aussi autour. Donc les gens reviennent, puisque c'est pas la même proposition. Et puis surtout, ça permet aux gens qui viennent de plus loin d'accéder à mieux, parce que au tout début du lancement de la compagnie Dragon, zone de chalandise, on s'est limité à 1 heure, 1 heure et demie de déplacement, pour vraiment 45 minutes de voyage à bord du Dragon, hein, pour faire un ratio de temps d'activité. Et aujourd'hui, on arrive à proposer entre le dragon, la programmation, la plage et l'offre touristique qu'on valorise avec KalexXL à aller vers du séjour. Et c'est ça qui fait que ça fonctionne, c'est que le dragon, il ne vit pas seul. Il vit dans un écosystème où tout est fait pour que le visiteur vienne graviter dans l'ensemble de l'écosystème touristique de Calais et les alentours. Donc, c'est une imbrication. Et donc, oui, c'est colossal comme travail. Mais ça fonctionne et j'y arrive avec l'équipe parce que c'est aussi une histoire de partage avec d'autres échelons que le nôtre. Je te trouve très humble. Parce que quand tu me dis réinventer le storytelling, ça veut dire qu'il faut parfois passer des après-midi, des journées, des semaines à trouver une autre histoire depuis 6 ans? C'est beaucoup de temps de brainstorming, de réflexion, de lecture, de questionnement autour de la figure du dragon. Parce qu'il y en a tellement, ça c'est plutôt bien. C'est facile, en fait, on peut aller sur beaucoup de terrains tout en respectant l'œuvre originale de l'artiste. Mais oui, en fait, c'est pas forcément réinventer l'histoire, c'est plutôt la compléter, la continuer. Ouais. Parce que tout le monde a compris que le dragon était arrivé, tout le monde a compris pourquoi. Pourquoi un dragon, on l'explique tous les jours sur le dos du dragon, mais après on va où? Il faut lui donner une raison de vivre. Et nous, on le fait au quotidien, mais il y a des temps de raccrochage aussi. Le prochain étant en novembre 2025, où on a une nouvelle créature qui arrive et qui va venir aussi nous aider à raccrocher les wagons, puisque un nouveau compagnon est en cours de gestation dans les ateliers de la machine à Nantes, qui s'appelle le Varan de voyage. Et nous, on raconte depuis 1 an, 2 ans. Exemple, dans notre programmation estivale, on a une soirée qui est une salante partie, qui parlera peut-être à certaines des personnes qui nous écoutent, parce que c'est un format qui est vieux comme le monde. En fait, c'est une soirée silencieuse où tu enfiles un casque et tu choisis ton DJ, il y en a 3 différents. Et en apparence, t'as pas de casque, tu vois des gens un petit peu bizarres qui dansent sur des rythmes totalement désynchronisés. Et en fait, tu captes les ondes émises par le dragon pour appeler le Varan de voyage. C'est là où on s'est arrêté, nous, à la compagnie Dragon,
et où le dragon qui appelle de ses ondes un membre de sa famille reviendra dans les mains de la compagnie La Machine en novembre pour à nouveau proposer un spectacle et donc réinventer aussi entre guillemets le produit, puisqu'on accueille une nouvelle machine qui accompagnera le dragon dans la ville avec des voyages qui seront non pas à la plage, mais dans le cœur et les quartiers de la ville. Donc c'est pour ça que vraiment je parle souvent de partage, c'est-à-dire que il y a des temps où oui, nous on va travailler un petit peu à faire perdurer l'histoire et on se raccroche à des temps où c'est plus grand que nous et puis on partage une logique plus large. Côté attractivité, que tu découvres depuis 1 an et demi officiellement, à Calais XXL, donc qui est la plateforme d'attractivité des 14 municipalités, enfin bref, la communauté. Comment ça se passe très concrètement ? Il y a le dragon qui m'a l'air d'être un peu l'arbre qui cache la forêt, mais il n'y a pas que le dragon et son copain le Varan qui va arriver en fin d'année. Comment ça se passe côté attractivité ? Parce que, encore une fois, le défi est quand même assez majeur. Pour la plupart des gens, Calais égale migrants égale la jungle. Et là, il y a un sacré boulot à faire. Comment tu découvres ça ? Et puis, qu'est-ce qui est mis en place ? Parce que, sincèrement, là encore, c'est un sacré défi. J'ai vécu en fait avec les instances touristiques pendant toute la gestation du dragon, donc je suis pas étranger en fait à la situation et bien au contraire, je suis de très près la volonté politique autour de tout ça et quand on nous propose, il y a 1 an et demi de reprendre le chantier, d'image, déjà il y a beaucoup de collaborations. La marque, c'est un artiste avec qui on collabore depuis longtemps. L'inventaire, on l'a fait pendant 2 ans et demi, avec tous les gens du territoire, les acteurs touristiques, les habitants, autour de 5 ateliers. Donc j'arrive là, j'ai un inventaire bien précis de où on en est, qu'est-ce qui se passe, comment les habitants qualifient, les atouts et les personnalités en fait, des gens qui sont sur le territoire et il faut aller très vite. Donc on se met en ordre de bataille et entre guillemets, j'ai pas trop le temps de me poser la question de comment on entre guillemets, on efface l'ardoise et on se jette à corps perdu dans qui nous sommes. C'est quoi finalement l'attractivité de Calais ? Pourquoi on viendrait à Calais ? Au-delà du dragon et de son copain le Varan à terme, pourquoi on vient à Calais très sincèrement ? Parce qu'encore une fois, je suis désolé, mais pour beaucoup de gens, Calais, c'est des migrants. Les gens doivent se dire, mais mon Dieu, c'est pas une ville qui est safe et tout ça, alors que je sais que ça se passe extrêmement bien avec les Calaisiens et ces personnes qui ne sont pas là par plaisir, qui ne restent pas et qui n'ont qu'une seule envie, c'est de traverser la Manche, souvent à leurs risques et périls. Donc, encore une fois, il faut que vous compreniez bien que Calais, c'est pas Kairaland, c'est pas un no man's land. Mais c'est quoi que tu mets en avant justement dans cette marque d'attractivité calaisienne ? La résilience, le côté grandiose aussi du territoire, des espaces, parce que on en a parlé, mais on a vécu 30 ans de théâtre urbain, le chantier du siècle, le tunnel sous la Manche, c'est sur notre territoire. Les falaises du Cap Blanc-Nez, c'est sur notre territoire. C'est un territoire qui est en fait marqué par le temps, par la nature, par les éléments, l'eau, l'air, la terre, le feu depuis le dragon. C'est des choses qui s'imbriquent naturellement et qui nous permettent d'asseoir un truc que tout le monde avait oublié. Et c'est là la vraie réponse à ta question. C'est que Calais et ses communes avoisinantes, c'est le littoral de la Côte d'Opale, c'est la plage. On a tous oublié que Calais, c'est la plage de sable fin qui continue jusqu'au Cap Blanc-Nez qui est à 5 minutes vraiment de Calais. Sur les communes de Sangatte et Cales qui sont magnifiques et qui sont extrêmement préservées. Calais, c'est la plus grande ville du département et dès qu'on en sort, on est sur de la faune et de la flore incroyable et on a oublié tout ça. Donc nous, le jeu en lançant la marque Calais XXL, c'est de réaffirmer le statut grandiose de ces atouts, mais pas parce qu'on veut se targuer d'être les meilleurs, les plus grands. Parce qu'en fait, c'est vrai, on a un dragon colossal, on a des falaises gigantesques, on a la mer et les estrans. Et les estrans, c'est l'espace laissé vacant par la mer qui laisse apparaître le sable couleur ocre doré de la Côte d'Opale, les couleurs opales de la Côte d'Opale. Quand on discute d'ailleurs entre pros, j'ai fait une présentation il n'y a pas très longtemps. Il y a les voisins qui se sont targués d'être la capitale de la Côte d'Opale. Donc ça, c'est encore du jeu marketing, mais qui aujourd'hui, à l'extérieur, est capable de définir les limites de la Côte d'Opale. Je pense que très peu de monde sait le faire. Et nous, en fait, on n'a pas voulu s'attacher à ces termes-là. On a juste voulu dire à quel point, à l'intérieur de ce, entre guillemets, petit territoire, parce que c'est 14 communes,
on était capable de trouver soit de l'apaisement, du ralenti à l'infini, ou de vivre à 100 à l'heure. Parce qu'on a la campagne, on a les sentiers de rando, on a la vélo maritime qui est un circuit phénoménal qui croise la Via Francigena entre terre et mer. Et tout le monde a oublié cette image. Et là, je vais vraiment sur une image de carte postale pour que tout le monde comprenne bien. C'est une agglo qui est entre terre et mer. On peut faire 20 minutes à pied, on est dans les hautes plaines, les marais. Et de l'autre côté, on a l'horizon, la mer et les falaises de craie blanche de Douvres qu'on voit au loin par temps clair. Donc, tous ces atouts qui nous rendent tout petits, on essaye d'en faire des images qui ont toujours été là, mais qui ont complètement été oubliées. Et les Calaisiens, ce sont de magnifiques ambassadeurs, comme tu le disais, de leur ville, du dragon, de plein de choses. Ils sont fiers. Ils sont fiers et c'est extrêmement simple de travailler vraiment l'attractivité sur le territoire. Moi-même qui suis pas de la région, il faut le dire, je suis tombé amoureux des gens qui sont ici. Et ça, c'est vraiment une particularité que je suis très content d'écrire dans tout ce qu'on propose en termes d'attractivité, où le côté émotion, l'accueil. Alors, ça a été tellement galvaudé par les films qui sont sortis. Tout le monde le sait maintenant, la région Hauts-de-France est assez célèbre pour ça. Mais à Calais, tout est particulièrement généreux. La cuisine, l'accueil, la bienveillance, que ce soit alors, je parle beaucoup de ça parce que on est en première ligne, mais le nombre de gîtes qui sont capables de faire toutes les attentions pour accueillir le visiteur, qui nous accueille même nous, équipe de l'Office du tourisme, pour découvrir vraiment les moindres recoins, les moindres attentions du nouveau gîte qui vient de s'aménager. J'ai rarement vu un sens de la rencontre et du partage ailleurs. Et c'est un Meurthe-et-Mosellan qui parle, hein, parce que vraiment là-bas c'est tout l'inverse. Pardon pour mes compatriotes Meurthe-et-Mosellans. Toi, tu vas te faire appeler Julot en Meurthe-et-Moselle, hein, fais gaffe. Hein. Toi, tu vas te faire des ennemis. Mais je comprends parfaitement, c'est vrai qu'on a... Je crois que c'est très simple, je vais te faire un parallèle avec le football que j'adore. Le RC Lens, qui n'est pas très très loin de Calais, Lens, cette magnifique ville, ce club de football est le deuxième club favori de tous les Français après le club de leur ville. Moi qui suis toulousain, j'aime le Toulouse Football Club. Bon, c'est difficile de supporter, mais le RC Lens, c'est un club que tout le monde adore. Et je crois que cette région, allez, on va dire la région des Hauts-de-France et puis particulièrement le Pas-de-Calais sont extrêmement appréciés par tous les Français et par le reste du monde aussi, il faut le rappeler, parce qu'il y a cet accueil, parce que c'est entre terre et mer, parce que, ben oui, on a oublié que finalement, cette ville de Calais, il n'y a pas que les Cibourgeois, il n'y a pas non plus que la jungle, il y a aussi bien d'autres choses. Et puis, j'imagine qu'il y a aussi pas mal de business. Quand je dis du business, c'est-à-dire qu'il y a de l'emploi, il y a un tissu économique, je suppose aussi, qui est fort chez toi. Oui, et qui est en regain. En fait, c'est un poumon qui est en train de reprendre de la vigueur. On a longtemps estampillé Calais d'une ville où il ne faisait pas bon investir. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Tu en parlais, je reprends ton terme burné, d'amener un dragon dans une ville où personne ne croyait en l'avenir de ce territoire. Bah oui, on y est. Et aujourd'hui, tu vois, on a annoncé tout récemment, Natacha Bouchard a donné une conférence de presse chez nous à la Compagnie Dragon, donc c'est tout un symbole pour annoncer l'arrivée d'un projet hôtelier colossal, d'un hôtel d'une marque familiale belge qui a choisi d'investir chez nous. Donc même ça, dans les visiteurs étrangers qu'on a sur le territoire, on se rend compte que même les investisseurs regardent Calais aujourd'hui comme un pari sur l'avenir parce que ça fonctionne, parce que les conditions sont là, parce qu'on a retrouvé les qualités de cet espace qu'on avait complètement perdu de vue. Donc oui, en fait, il fallait peut-être juste un peu changer le paradigme. Ben, je pense que seule une femme pouvait avoir le courage ou les coronesses, comme on dit là-bas, de faire ce genre de changement. Et encore une fois, je dis bravo à Madame Bouchard et puis aussi à tous les élus qui ont décidé de prendre la main. Et je trouve ça très très bien, c'est ça le courage dans la vie d'une manière générale et en politique en particulier. On va passer à toi Stéphane. Alors bon, monsieur de Meurthe-et-Moselle, bon apparemment il va y avoir une fatwa contre toi si jamais tu reviens à la maison, vu ce que tu viens de dire, mais tu es tombé amoureux du Pas-de-Calais, de Lille et tout ça, donc quelque part je peux parfaitement le comprendre, mais tu es à la base directeur artistique de formation. Tu as travaillé en agence. Sincèrement, un DA qui devient directeur du marketing et de la com, c'est extrêmement rare. Qu'est-ce qui a fait que tu l'es devenu ? Parce qu'un DA c'est un créatif. Alors je rappelle qu'un DA n'est pas un graphiste, hein. Que ce soit extrêmement clair, qu'il fasse du graphisme, oui, mais pour moi, un directeur artistique ou une directrice artistique, c'est quelqu'un qui a des idées.
Et qui propulse la vision, effectivement. Merci. Ouais, qui construit la vision créative et qui emmène ses équipes, que ce soit graphistes, photographes ou même d'autres métiers, à concrétiser un élément plus stratégique. Merci beaucoup. Ce qui veut dire que le terme directeur artistique est aujourd'hui extrêmement galvaudé parce qu'il ne correspond, je trouve, que à graphiste. Et ça me fatigue profondément. Mais bon, toi, ce n'est pas du tout ton cas, mais qu'est-ce qui s'est passé à un moment ? Tu t'es dit, je laisse tomber le monde des créatifs, toujours avec cette vision stratégique, ou est-ce que finalement, le démon de la stratégie, la vision stratégique, ce démon, tu l'avais en toi et il t'a rattrapé ? Je suis un gourou de la vision stratégique, hein, pour être honnête. Encore et toujours, si tu veux, j'ai commencé dans une agence, dans un contexte super multiculturel. Et là, vraiment, j'ai commencé d'abord graphiste et puis après DA. J'avais fait le cursus pour justement monter au fur et à mesure. Mais on commence tous par le bas de l'échelle. Et je me revois mettre en page des catalogues de 500 pages de menuiserie porte-volets. Et comment porter quelque chose de créatif là-dedans, ça demandait des trésors d'énergie. Et c'est ce qui m'a valu de monter très rapidement après, parce que on y arrivait. Comment valoriser porte-volets, comment valoriser... On avait un pilote de course qui cherchait des sponsors, je me souviens de ce projet, on avait fait une boîte avec une miniature de sa voiture, donc il fallait les assembler soi-même. J'ai commencé comme ça. Et puis après, le côté créatif ressortant, j'ai pu me targuer après de plus de responsabilités. Mais il y a toujours eu chez moi le besoin que ce qu'on fait, ce qu'on construit serve toujours un propos plus général. Et ce qui m'a très vite malheureusement frustré en agence, c'est que pour servir le propos général, on peut pas être juste le one-shot du client qui passe à une autre agence après, ce qui est souvent le cas, hein, l'accompagnement, surtout quand on est dans des petites agences comme c'était mon cas, on n'arrive pas à accompagner la marque. Et très vite, je me suis rendu compte que mon dada, c'était la marque. Comment est-ce qu'on construit quelque chose qui a de la valeur dans l'esprit du public et comment on perpétue quelque chose, on se réinvente et pas juste des opérations. Pour une fois, il y a le slogan clinquant, cette fois, c'est la photo qui est cool, le concept est génial, mais en fait, rien ne se raccroche ensemble. C'est ça qui me frustrait beaucoup et qui m'a fait basculer côté annonceur où là, moi, j'avais la main pour propulser cette vision d'avoir quelque chose qui évolue dans le temps. Je comprends parfaitement. C'est ce que me disent souvent beaucoup de gens qui sont passés d'agence à l'annonceur. C'est justement cette possibilité de garder la main sur tout le projet. Alors ça ne veut pas dire qu'on est égoïste et puis qu'on veut faire le chef ou la chef. C'est tout simplement avoir de bout en bout la vision de la chose et je le comprends parfaitement. Je t'avoue que pour ma part, ça n'a jamais été une volonté. Je sais que j'aime bien, moi, avec l'équipe, picorer, butiner, arriver sur un projet, puis repartir, parce que tu l'as dit très justement, hein, les annonceurs travaillent avec une agence, puis une autre sur telle ou telle problématique, et je trouve ça très très bien. Justement, quelle est la différence entre l'agence et l'annonceur ? Au-delà de ce côté big picture versus on arrive sur des tâches précises, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à nos jeunes ? Et puis surtout, qu'est-ce que tu as vu comme véritable différence entre l'agence et l'annonceur ? La principale différence, c'est l'organisation. C'est un monde totalement différent qui fonctionne pas du tout de la même façon. Il y a une structuration presque identique dans toutes les agences. Où tu parlais de ce métier de DA, il y a l'équipe de graphistes, photographes, le DA, des fois il y a le DC, le directeur de créa, et il y a des espèces de teams qui naissent et qui collaborent. Et c'est un petit peu une mécanique bien huilée, souvent avec des postes bien définis. Là où chez l'annonceur, c'est plus flottant, où on se partage plus de responsabilités. Moi, je suis passé par la première structure où j'étais chez l'annonceur, où on était sur 3 structures qui faisaient de la santé, de l'eau thermale, où je partageais mon travail de communicant avec un responsable marketing, mais aussi une responsable commerciale. Et les 3 étaient particulièrement imbriqués, où c'est pas le cas dans toutes les entreprises. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas, par exemple, dans mon quotidien. C'est plus flexible, disons, côté annonceur, et on délègue plus de responsabilités finalement sur l'agence, qui, elle, est plus structurée. Je pense que c'est ça la principale différence. Alors, merci beaucoup. Tu es le premier à me dire, en tout cas, cette typologie de différence entre l'agence et l'annonceur. Donc, encore une fois, bravo et merci à toi. Et ma dernière question, Stéphane, qui n'est pas des moindres. Quel conseil tu donnes à un jeune ou à un moins jeune qui veut se lancer dans les métiers de la com, que ce soit en agence ou que ce soit chez l'annonceur ? Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil ? Oui, je sais, c'est difficile.
Oui, c'est pas évident parce qu'en fait, je suis très peu habitué à prodiguer des conseils parce que je trouve qu'il y a toujours un cas très personnel. Mais s'il y en a un, c'est vraiment de toujours être en réseau, en gravitation. Moi, j'ai toujours saisi les opportunités qui m'étaient présentées parce que je croisais beaucoup de monde. J'ai commencé en voulant être saisonnier dans le parc où j'ai travaillé ensuite. Je faisais partie de la fédé des assos étudiantes de ma ville étudiante. C'est une personne que j'ai rencontrée là qui m'a ensuite débauché. Pour mon passage, c'est l'annonceur, donc ça ne s'invente pas. Même à Calais, le fait de graviter dans des organismes comme le club de la presse, en fait, on voit beaucoup de monde qui était aussi ouvert aux communicants pour mon cas. Ça permet vraiment d'échanger sur son métier, de se mettre en perspective, d'avoir beaucoup de retours d'expérience et puis de garder des contacts qui parfois se révèlent précieux. Mais comment tu le crées, ce réseau ? Tu sais, c'est vraiment la question toute bête, encore une fois, mais comment créer ce réseau ? Parce qu'il y a plein de gens qui me disent « Oui, mais bon, j'ai pas de réseau, Laurent. Je suis emmerdé. » On en a tous un, et évidemment, mais bon, il n'est pas nécessairement dans le secteur ou dans les métiers que l'on veut faire. Comment toi tu l'as créé ? Alors tu me disais que tu as commencé dans le truc thermal, enfin la structure thermale où tu as travaillé. Tu étais saisonnier, donc rien à voir avec la communication, mais comment tu as réussi à créer ce réseau et à l'entretenir surtout ? Alors mon expérience de saisonnier, c'était dans le parc d'attractions. C'était de l'autre côté, encore un peu Autant avant. pour moi. Et en fait, tous les parcs cherchent des saisonniers toutes les saisons. Et j'avais un blog fan avec 2 copains à côté, parce que je suis passion des parcs d'attractions très, très chelou, je pense, pour l'essentiel du monde, mais elle est là. Et en fait, chemin faisant, à la pause, tu rencontres la responsable com avec qui tu sympathises. Et puis, le hasard fait que la compétence que tu peux apporter n'existe pas dans cette structure qui est très familiale. Bah, tu proposes d'aider à faire le site web, tu es pris en CDD saisonnier communication cette fois. Et chemin faisant, tu arrives en fait à construire ton propre réseau, tu croises du monde. Le tout, c'est de savoir s'autoriser à briser la glace. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est saisonnier qu'on peut pas parler à la responsable com qui est là à la pause déjeuner, à la pause café. Il faut toujours essayer, faut être déjà à minima poli. C'est la base, le savoir-vivre. Et souvent, en s'autorisant à briser la glace, à s'intéresser aussi au travail des autres, on arrive à faire du lien. On arrive. Eh bien, écoute, merci à toi. On va se quitter sur ce lien qui fait la communication, la fameuse mise en commun de la communication. Et les liens, eh bien, finalement, c'est ce qu'il y a de plus important, je trouve, en tout cas pour ma part. Dans la com, j'aime ce métier pour l'humain. Donc, je comprends quand tu me dis que tu sautes sur toutes les occasions pour tisser des liens, être poli. Ah oui, ça peut paraître tout bête, hein, mais être poli, c'est important. Hein, on ne tutoie pas les gens qu'on ne connaît pas. Pardon, excuse-moi. Oh, ça fait vieux boomer, excuse-moi Stéphane, mon Dieu, j'ai honte. Je partage 100% ton opinion. Ça commence par là. Écoute, merci à toi, je me sens beaucoup moins vieux tout à coup. Mais en tout cas, c'était absolument passionnant. Et alors, tu reviens quand tu veux dans le décodeur de la com sur des sujets plus globaux, comme par exemple un café de la com, ou si nous n'avons pas parlé, tu vois, du musée 3945, du musée de la mémoire 3945. Bon, je t'avoue que j'avais pas spécialement envie de parler ni de près ni de loin de bunkers et de choses comme ça. Ouais, c'est lourd comme thème. Hein. Ouais. Donc désolé pour l'équipe du musée de la mémoire de 3945 dont tu diriges la com et le marketing. Mais en tout cas, Stéphane, c'était absolument passionnant. Je te remercie. C'est moi qui te remercie. Merci beaucoup. Alors, chers auditrices et auditeurs, quand on entend une épée comme Stéphane, qu'est-ce qu'on fait ? On met 5 étoiles sur Apple, 5 étoiles sur Spotify. On s'abonne au décodeur de la com. Et encore une fois, je te le dis, Stéphane, tu es plus que le bienvenu à nouveau dans le décodeur. Avec grand plaisir, c'était vraiment un exercice agréable et surtout de faire ta connaissance. Donc, volontiers pour revenir quand tu veux aussi. Eh bien, plaisir partagé. Et chers auditrices et auditeurs, je vous dis ciao, ciao.